Plein nord, asséna Akkad. Plein nord répéta Cléon. Mais notre camp est à l'ouest. Il a raison, fit la voix faible de Traquard. Le capitaine des gardes d'Amelia Miraley était penché sur le corps de Salva. C'était celle qui avait eu le bras tranché, exactement comme lui. Elle avait survécu lorsqu'elle avait été blessée. Elle avait survécu à l'errance dans le marais. Elle avait survécu aux ronces. Elle avait survécu à l'attaque des Eldari. Mais elle avait succombé pendant leur fuite. Il était pâle et de profonds cernes noirs soulignaient son regard enfiévré. Il ne doutait pas être en train de contempler son avenir proche, mais il ne tressaillait pas. Il acceptait son destin. Il voulait simplement mener sa mission à bien, ou faire le maximum pour. Au nord, continua-t-il, l'orée de la famine est beaucoup plus proche, et elle donnera directement sur les terres de la baronne. Ne traînons pas alors, dit Théa. Les soldats Eldari sont juste derrière nous. Ce sont des araignées spectrales, dit l'Erendil calmement. Ce ne sont pas de simples soldats, ils font partie des plus redoutables guerriers aspects de mon peuple, de ceux qui suivent la voie de la main sanglante. Les cours de théologie devront attendre, le coupa sèchement la jeune femme. Allez, en route! Ils abandonnèrent le corps de la soldate, même si cela pesait sur leur conscience. Un de plus, laissé derrière eux à la merci des insectes, des larves, des xénos, de tout charognard qui pouvait traîner dans ce lieu maudit. Traquard serra les dents et se mit en route, se concentrant sur le pas suivant, puis sur le pas suivant, puis sur le pas suivant, pour ne pas penser à sa faiblesse et à la douleur atroce qui irradiait tout son bras droit, ou plutôt qui irradiait là où aurait dû se trouver son bras droit. « Il va y avoir un problème quand même », souffla-t-il. « Je sais, je me rappelle les cartes », répondit Akkad qui réfléchissait le plus rapidement possible. Des solutions, il y en avait partout autour d'eux, mais aurait-il le temps de les mettre en œuvre avant d'être rattrapés par les araignées spectrales ? Ni leur perte, ni le combat avec le gardien de l'Erendil n'avaient pu les retarder suffisamment. Les yeux noisettes du capitaine fouillaient fébrilement la végétation. D'après son estimation, il ne restait qu'1 heure de marche avant d'arriver sur les rives du lac. 1 heure pour décider de ce qu'ils allaient faire. Il avait la forme d'un haricot, étiré en travers de leur chemin vers les terres d'Amelia Miraley. En faire le tour rallongerait leur trajet d'au moins 1 demi-journée, et ils n'arriveraient jamais à sortir du marais avant la nuit. Autant dire que c'était impensable. Le traverser, 1 ou 2 kilomètres de nage. Pour les plus en forme d'entre eux, ce serait sans doute faisable, mais pas pour Traquard, pas pour Magnus, ni pour les plus épuisés. Froidement, en essayant de ne pas penser à ce qu'il faisait, Akkad estima les chances de survie de chacun et le pourcentage de perte que signifierait une traversée. Et ce pourcentage était trop élevé, même en excluant la possibilité d'être attaqué par les Eldari au milieu du lac, ou de servir de repas à ce qui pouvait bien nager dans ces eaux noires et boueuses. Ils avaient perdu plus de la moitié de leurs effectifs, et le capitaine ne pouvait se résoudre à en sacrifier autant. « Cléon, ordonnez à vos hommes de ramasser les lianes les plus solides qu'ils verront, » ordonna-t-il en avisant l'une d'entre elles qui pendait à un arbre mort, non loin de leur chemin. Il se tourna vers l'Erendil qui les accompagnait calmement, presque irréel dans sa robe verte immaculée. « Combien de temps avant que vos amis nous retrouvent ? » Si ce n'est pas déjà le cas, c'est qu'ils ont deviné que votre dévoué ami à l'enveloppe verdâtre pouvait les voir voyager. Et ils nous suivront à pied maintenant, et ils le feront prudemment. « Ce n'est pas une réponse à sa question !» maugréa Théa, incapable de cacher sa frustration et son agressivité. L'Erendil soupira. « C'est le mieux que je puisse faire en restant honnête. Le reste n'est que supposition, et il serait grossier de ma part d'en faire des certitudes. Mais si vous souhaitez un condensé pour simple d'esprit, ils ne sont probablement pas loin derrière nous. » La jeune femme s'étrangla, ses poings se serrèrent sur les crosses de ses pistolets, mais elle ravala sa colère. Malgré l'horreur de la situation, la peur qui leur dévorait l'esprit et la fatigue qui s'accumulait, elle voyait bien que le Xéno avait raison. Si leur poursuivant avait été humain, elle aurait été incapable de dire précisément où il se trouvait. Il n'était pas surprenant que l'Eldari soit dans la même position. Akkad n'intervint pas, et ils continuèrent d'avancer le plus rapidement possible.
De temps à autre, un petit groupe s'éloignait, récupérait une ou deux lianes bien épaisses et courait rejoindre les autres en jetant des coups d'œil anxieux derrière eux. Le temps d'arriver au lac, ils avaient une bonne vingtaine de ces longues cordes végétales et elles semblaient solides. Les soldats, qui découvraient l'étendue d'eau noire, agitée de remous à l'origine inquiétante et de bulles lourdes qui venaient paresseusement éclater à la surface comme si le lac était fait d'huile épaisse, eurent des exclamations de surprise et de peur. Akkad avait raison. Impossible d'en faire le tour, mais le traverser risquait de ne pas être une partie de plaisir non plus. « Abattez les arbres les plus proches, coupez les branches !» cria-t-il dès qu'ils arrivèrent sur la rive. « Faites-le au laser, utilisez les épées tronçonneuses, tout ce que nous avons. Les Xénos savent déjà où nous sommes, inutile de faire dans la discrétion. » Il se dirigea vers Traquaar, toujours pâle comme un cadavre, le regard brûlant et les traits régulièrement tordus par la douleur. Mais il tenait le coup. Le capitaine du Souvenir de Victoria fut surpris par la résilience du garde du corps d'Amelia Miraley, surpris et admiratif. S'il ne prenait plus d'initiative, il continuait de diriger ses hommes, de les guider, de les encourager, alors même qu'il devait souffrir le martyre et lutter contre un épuisement qui engourdissait le moindre de ses muscles, la moindre de ses pensées. Il lui posa une main compatissante sur l'épaule. « On va s'en sortir. » Traquaar fit un sourire en coin, absolument pas dupe du mensonge, mais reconnaissant envers Akkad pour sa tentative. « Certains, peut-être, » répondit-il, « et c'est pour eux qu'il faut se battre. » Le premier arbre tomba derrière eux en faisant un vacarme totalement déplacé dans le marais silencieux. Magnus l'attrapa de sa dernière mécadendrite et le traîna sur la berge. Ses articulations grinçaient, et les machines qui remplaçaient son corps de chair hurlèrent leur douleur, mais il ne laissait rien le ralentir. Parfois, Akkad craignait qu'il atteigne ses limites et se contente de s'éteindre sur place, de mourir en plein effort. Mais aujourd'hui encore, le vieux technoprêtre apportait son aide, menait à bien sa mission principale, et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger, lui et Théa, les derniers survivants de Victoria IV. En quelques minutes seulement, pendant que les blessés et Razmog surveillaient les environs, ces soldats et ceux de la baronnie Miraley unissant leurs efforts sans plus aucune retenue, comme s'ils avaient toujours fait partie de la même force, avaient déjà assemblé 2 plateformes flottantes qu'ils poussaient dans le lac. Encore une, encore quelques allers-retours entre la forêt et la berge, et ils auraient suffisamment de radeaux pour accueillir les survivants de l'expédition. « Attention, là de la bagarre !» cria Razmog sans chercher à dissimuler sa joie. « 4 personnes à finir le radeau, les autres en défense !» cria Akkad. Traquaar dégaina son pistolet et s'avança vers les arbres d'une démarche chancelante. Théa lui posa une main sur l'épaule pour le retenir. « Non, pas vous, dit-elle. Vous allez vous installer sur un radeau. » Le soldat hésita. « On va devoir partir vite, insista-t-elle, et vous ne vous déplacez pas vite. » La mort dans l'âme, Traquaar fit un pas en arrière, les yeux posés sur la ligne de défense en train de se former. Ces soldats, ceux du Souvenir de Victoria, les uns à côté des autres, prêts à mourir au combat, sans lui. Razmog tira quelques coups de pistolet plasma dans les buissons noirâtres du marais avant de crier. « Allez, on n'a pas que ça à faire, nous! J'ai trop envie de voir la suite !» Comme pour lui répondre, une volée de tirs des araignées spectrales déchiqueta la végétation et une poignée de défenseurs. Et libéra l'enfer. Tous les soldats, un genou au sol ou allongés derrière une butte de terre ou une souche d'arbre, se mirent à tirer. Les lasers, les balles et les bolts tracèrent leurs lignes mortelles entre les branches graisseuses, ciblant les mouvements furtifs, les reflets fugaces, et ne faisant que rarement mouche. Mais malgré la difficulté à voir et à viser les araignées spectrales, les soldats survivants réussissaient au moins à les repousser, à les garder suffisamment loin pour que leurs armes infernales ne soient pas trop meurtrières. Un homme bascula en arrière, le visage et le haut du torse lacérés par de profondes plaies dessinant un quadrillage morbide et sanguinolent. Il hurla longtemps, pendant que ses amis continuaient de tirer sans oser jeter de coups d'œil vers lui, avant de succomber à l'hémorragie. Akkad ne put s'empêcher de se demander s'il ne serait pas plus clément de laisser les Eldari approcher à une distance où leurs armes s'avéreraient létales en quelques secondes.
Mais il continuait lui aussi de tirer au moindre soupçon de présence d'un être vivant. La haine au ventre, la volonté de tuer leurs agresseurs xéno obscurcissant ses pensées, le désir de sauver ses amis, son équipage et les hommes et les femmes d'Amelia Miraley qui se battaient avec honneur et courage. Théa, un peu en retrait, aidait ceux qui finissaient le dernier radeau. Elle était désespérée. Dans la panique, il venait de lâcher un tronc d'arbre avant qu'il soit totalement attaché aux autres, et son poids avait arraché les lianes qui servaient de cordage, et la moitié du travail déjà terminé avait été réduit à néant. « Allez chercher 2 lianes de plus !» ordonna-t-elle en tournant la tête vers la bataille. Elle se décomposa. Toute couleur quitta son visage, et sa bouche s'ouvrit légèrement lorsqu'elle découvrit le massacre. 2 ou 3 armures Eldari étaient visibles au sol, entre les arbres morts, mais 2 douzaines d'hommes et de femmes couverts de lacérations ignobles gisaient dans des flaques de sang rapidement bues par la terre meuble de la famine de l'Imperium. Il ne restait qu'une quinzaine d'êtres humains encore vivants dans le marais. « On embarque !» hurla-t-elle. « Tout le monde sur les radeaux, on se replie !» 2 radeaux étaient bien suffisants, tout compte fait. En bon ordre, sans céder à la panique, les soldats commencèrent à reculer sans cesser leurs tirs de barrage. Le vacarme était assourdissant. Les bolts de Magnus explosaient en projetant des échardes de bois dans tous les sens. Les lasers allumaient de petits incendies crépitants dans les branches. Les décharges plasma de Razmok éclairaient la scène d'une lueur bleue électrique et les balles fusaient dans tous les sens, réduisant ce qu'il restait en charpie. Un autre soldat se mit à hurler, les jambes tranchées aux genoux, gesticulant au sol comme un ver de terre coupé en 2. Un déferlement de tirs xéno s'écrasait tout autour d'eux, laissant apparaître parfois des zébrures profondes dans les chairs des soldats qui se cachaient comme ils le pouvaient derrière les rares obstacles que fournissait la végétation du marais. Les Eldari avaient bien compris pourquoi les humains reculaient, et ils ne comptaient pas les laisser faire. Malgré leurs armes au-delà de leur portée efficace, ils criblaient la zone de filaments monomoléculaires tranchants comme des rasoirs, cachés à bonne distance, eux aussi presque à l'abri des tirs adverses. Razmok, debout derrière une souche qui suffisait à le mettre à l'abri sans qu'il ait à se baisser, réfléchissait. Comment utiliser l'énergie verte dans une telle position ? Un bouclier qui protégerait tout le monde serait très difficile à faire, sans compter qu'Akadétea avait bien insisté pour qu'il ne montre jamais ses pouvoirs à quiconque apparut. Les hommes vivraient mal de découvrir que le petit mutant était en fait un xéno, un peau verte, un ennemi de l'humanité et une insulte envers l'empereur. Ils n'avaient pas de mal à l'imaginer, les orques auraient réagi exactement pareil si la situation était inversée. Il nota qu'une soldate passait devant lui, en état de choc, les yeux et le visage lacérés, marchant au hasard, les mains tendues devant elle, en cherchant à retrouver la lumière. D'un autre côté, s'il ne faisait rien, il ne resterait bientôt plus personne pour lui en vouloir de ne pas être un homme bizarre. Il ferma les yeux et rangea son pistolet plasma pour se concentrer sur l'énergie verte. Les volutes brillantes circulaient tout autour de lui, et il pouvait les voir malgré ses paupières fermées. Elles lui apparaissaient comme une fumée luminescente qui reliait tout ce qui existait sur la planète, dans l'espace et même au-delà, dans une dimension autre, difficilement compréhensible et peuplée d'êtres maléfiques, innombrables et parfois d'une puissance incommensurable. Il commençait à canaliser cette force lorsqu'un cri rauque et grave lui fit rouvrir les yeux. Traquard passait devant lui en courant maladroitement, son pistolet bolter dans sa dernière main valide, tirant au hasard dans les arbres et les buissons. Il chargeait les positions Eldari en hurlant. « Retraite! Retraite! Tout le monde au radeau! Ramez! Ramez! Partez! Pour l'honneur des Miraley! Pour l'avenir de la baronne! Soyez digne d'elle !» Les tirs se focalisèrent sur lui, et les derniers soldats tentèrent le tout pour le tout. Ils se relevèrent et coururent sans un regard en arrière. Ils se précipitaient sur les radeaux et ramassaient les rames découpées au laser, qu'ils plantaient dans l'eau pour pousser directement sur le fond. Les retardataires pataugeaient pour les rattraper, et les 2 embarcations improvisées s'éloignèrent rapidement. Théa, déjà à l'abri, criait à Akkad de monter, mais il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard au responsable de la sécurité de la baronnie Miraley, un homme frustre, mais honorable et droit,
Un homme fidèle, nourrissant probablement des sentiments très forts pour sa maîtresse, et qui n'avait pas une seule fois trahi la confiance qu'elle lui portait, jusque dans ses derniers moments. Il vit l'homme qu'il avait appris à apprécier se jeter en avant, deux longues plaies déjà ouvertes sur sa poitrine, d'où jaillissait un torrent de sang rouge vif qui éclaboussait son uniforme. Traquard avait profité d'un instant d'inattention de Théa pour sauter du radeau et lancer ses dernières forces dans un baroud d'honneur visant à sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Sa jambe gauche fut tranchée et il s'écroula en grognant, un éclair de douleur atroce fusant dans son épaule à l'instant où son moignon heurtait le sol. Mais il ne lâcha pas son arme. Allongé sur la tourbe meuble qui puait la moisissure, il tirait encore en braillant des provocations aux ailes d'Harry lorsqu'une nouvelle pelote de filaments monomoléculaires le coupa en deux. Ses jambes agitées de convulsions tournèrent légèrement sur le côté, son torse ne suivit pas le mouvement, et ses entrailles se répandirent dans la mousse et la vase. Il tira encore 2 fois, 3 fois, puis il ferma les yeux pour chasser la sueur qui coulait dedans, avant de faire le plus gros effort de sa vie pour les rouvrir encore, une dernière fois, et tirer 2 derniers bolts avant de se figer ainsi, son regard éteint toujours rivé sur ses ennemis. Dans les 2 radeaux, 9 survivants ramaient avec frénésie pour sauver leur vie. Ils s'éloignaient de la berge rapidement et furent hors de portée des araignées spectrales avant qu'elles n'avancent sur la berge. Au loin, ils virent 5 silhouettes larges, aux armures arrondies, dont les gemmes brillaient légèrement dans l'atmosphère lourde et chargée de la famine de l'Imperium. Les guerriers Aspel d'Harry, immobiles comme des statues de bronze, s'alignèrent le long de l'eau et les regardèrent s'éloigner sans trahir la moindre émotion. Akkad les regarda longtemps, avant qu'ils ne soient lentement effacés par la brume du marais. Les 2 radeaux glissaient silencieusement sur l'eau sombre et huileuse de la famine de l'Imperium. Seuls les légers clapotis que faisaient les rames grossièrement taillées venaient troubler un calme de cimetière. Un brouillard épais s'était levé dès qu'il s'était avancé sur le lac, et il disparaissait maintenant dans une purée de poids qui ne laissait que quelques mètres de champ de vision tout au plus. Les 2 embarcations naviguaient côte à côte pour pouvoir se garder mutuellement à l'œil. Sur la première se tenaient Akkad, Théa, Magnus, Razmok et Larcus, leur dernier homme. Contrairement au reste du groupe, le petit Gretchen était décontracté et avait ôté ses bottes avant de s'installer sur le bord et de faire tremper ses orteils. Sur la seconde, debout, le dos droit et l'air martial, Cléon se dressait, les mains dans le dos, surveillant un environnement qu'il ne pouvait pas voir. À ses côtés, les 2 derniers membres du peloton envoyé par Amelia Miraley, tout en ramant, faisaient de leur mieux pour paraître aussi dignes que l'officier de la sécurité du souvenir de Victoria. « Comment vous appelez-vous, soldat ?» demanda-t-il au bout d'un moment, sa voix profonde rapidement étouffée par l'air opaque et humide. « Marlan !» répondit un colosse presque aussi grand que Cléon, au crâne parfaitement rasé, en se mettant au garde à vous. « Serena Gilmer !» dit une jeune femme d'à peine 20 ans qui dissimulait sa terreur du mieux qu'elle pouvait. Le vieil officier de sécurité porta son regard sur eux. « C'est un honneur de me battre à vos côtés. La baronne Miraley peut être fière de commander à des troupes aussi valeureuses que vous. » L'Erendil, si immobile qu'on l'oubliait facilement, était assis en tailleur à l'arrière et murmurait des paroles inintelligibles. Il préparait probablement ses prochaines rimes et allitérations. Akkad, sans cesser de tirer sur sa rame, l'interpella. Quelques mètres seulement séparaient les 2 radeaux, mais sa voix semblait déjà étouffée lorsqu'elle arriva aux oreilles de l'Eldari. « Pourquoi les araignées spectrales ne nous suivent pas ?»« Parce qu'aucun de mes semblables ne marche sur l'eau. » Théa poussa un long soupir et ferma les yeux, se concentrant visiblement pour résister à la colère. Lentement, elle sortit l'un de ses pistolets laser de son holster et elle le maintint le long de sa cuisse. « La journée a été longue, » cracha-t-elle d'une voix sourde. « Je vous conseille de répondre sérieusement ou je vous jure que je vous descends. »
Le Xéno se releva sans se presser et épousseta sa robe pourtant immaculée. « Je vous l'ai dit, cela fait maintenant un certain nombre de cycles que je ne crains plus la mort, dit-il. Faites ce que vous pensez bon. Qui suis-je, après tout ce que j'ai fait, pour vous interdire le meurtre ?» « L'Erendil, intervint Akkad, vous avez peut-être d'autres informations à nous offrir pour nous convaincre que vous êtes bien de notre côté. » « Mais je ne suis pas de votre côté, s'exclama le poète avec un sourire amusé, et je ne suis pas du leur non plus. Bien, vous avez l'air de croire que je peux connaître les actes des combattants contre lesquels nous escrimons, car ils sont mes congénères. L'Eldari montra Marlan du doigt. Testons votre théorie. Savez-vous ce qu'il est en train de penser ? Savez-vous exactement ce qu'il ferait dans une situation de crise, dans une situation complexe ? Je n'ai pas de certitude concernant les araignées spectrales. J'en sais autant que vous, peut-être même moins. Je n'ai pas longtemps été un guerrier. Je sais qu'elles me cherchent, qu'elles veulent me tuer, et que vous leur avez servi à me retrouver. Je sais qu'elles ne peuvent plus se servir de leur portail sous peine de voir leur cachette éventée par votre ami verdâtre. Je ne possède aucune information que vous ne possédez pas vous aussi, si c'est cela qui vous inquiète. Je ne suis qu'un poète perdu dans la guerre. Comment aurions-nous pu leur servir à vous retrouver sans connaître ni leur existence ni la vôtre ? Intervint Magnus. Justement, à cause de ce manque de connaissances, vos esprits ne pouvaient être affectés par l'influence des pierres-esprits que j'avais placées à l'entrée de mon refuge, répondit l'Erendil. Elles égaraient ceux qui me cherchaient, et vous n'en faisiez pas partie. Oh là là, c'est vachement compliqué le monde des hommes, dit Razmok. Et des têtes pointues comme vous. Donc, fallait pas vous connaître pour pouvoir vous chercher. Mais je pige pas. Comment vos copains ont fait pour nous chercher sans pouvoir nous parler ? Il paraît quand même super aléatoire leur plan. Parce qu'il y a une autre personne qui connaissait l'existence de tout le monde, et qui a joué les intermédiaires, comprit enfin Akkad. Le gouverneur de cette foutue planète. Il nous a placés exactement au bon endroit. Les araignées spectrales n'ont plus qu'à attaquer notre camp pour nous mettre en mouvement. Tu crois qu'il est de mèche avec les Xénos ? S'étonna Théa. Ouais, j'en suis persuadé. La baronne Miralei pensait qu'il nous avait envoyés à la frontière de Smarray pour les forcer à se dévoiler, et je l'ai cru aussi. C'était tentant, logique, simple, flatteur même, puisque ça nous mettait au centre de l'histoire. Mais stupide. Il aurait pu envoyer n'importe qui d'autre. D'ailleurs, c'est probablement ce qu'il a fait avec certains des groupes d'ouvriers déjà massacrés par les Xénos. En se servant d'un capitaine marchand avec un vaisseau en orbite, il prenait un risque supplémentaire, et un gros risque. Si son but était de dénicher l'Erendil au milieu d'une zone très hostile, envoyer une poignée de gardes ou une concession agricole ne suffisait pas, il lui fallait des troupes efficaces, et un capitaine impulsif. Si nous étions simplement restés barricadés dans notre camp au lieu de monter cette expédition. Sa voix mourut sur cette hypothèse, et Théa lui posa une main tendre sur le poignet. Il était horrifié par le nombre de morts que ses décisions avaient provoquées. Cléon leva le menton pour défendre son capitaine d'une voix forte. Ils nous auraient harcelés jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, avant de reprendre leur campagne de massacre des ouvriers de la baronnie. Oui, on a été manipulés, mais non, vous n'auriez pas pu faire mieux. Allez, on sort de ce marais et on va défoncer la trogne au gouverneur, encouragea Razmok, qui pataugeait toujours. Ça te fera du bien. Théa ne put retenir un petit sourire triste. Le Pauverte n'avait pas tort, et un petit peu de justice leur apporterait sûrement un certain soulagement. Mais en attendant, il fallait échapper aux Eldari et arriver vivant sur les terres d'Amelia Miralei, en espérant qu'elle ne les trahirait pas. « Il y a du mouvement dans l'eau !» fit la voix tendue de Serena Gilmer. Tous les humains qui n'étaient pas déjà debout bondirent sur leurs pieds. Razmok, circonspect, leva doucement les jambes et les mains droites, juste au-dessus de l'eau, tout en se penchant en avant pour examiner la surface huileuse et noirâtre du lac. « Hé, c'est vrai qu'il y a des petites vagues !» s'exclama-t-il. Akkad se tourna vers lui. Peu probable qu'il soit en train de voir les remous créés par l'autre radeau. Il n'était pas du bon côté. Il devait y avoir quelque chose d'autre, mais il n'y voyait presque rien avec ce damné brouillard, comme si les guerriers Eldari ne suffisaient pas comme menace. Il se demanda un instant si les armures des Xénos étaient étanches.
Si elles ne pouvaient marcher sur l'eau, les araignées spectrales pouvaient peut-être nager, ou marcher au fond, progressant lentement dans la vase et suivant les radeaux pour mieux leur tendre une embuscade. Il hésita un instant à poser la question à l'Erendil, mais il renonça. Leur nouveau compagnon de route, s'il savait quelque chose d'utile, leur aurait déjà révélé. Et s'il ne souhaitait pas leur parler, rien de ce que pourrait dire Akkad n'y changerait quoi que ce soit. « Ne vous arrêtez pas de ramer !» lança-t-il aussitôt. « On accélère la cadence !» L'Arcus et lui se rassirent et redoublèrent d'efforts. Razmok se mit à battre des pieds dans l'eau, s'amusant à éclabousser beaucoup plus qu'il ne participait à déplacer leur frêle esquif. Sur l'autre radeau, Cléon saisit une rame de rechange et se mit à aider les deux soldats. Il donnait un coup à droite, puis un à gauche pour ne pas dévier l'embarcation. Ils accélérèrent, mais toujours sans rien voir. Les radeaux glissaient sur l'eau, écartant de leur passage les débris pourrissants et les amas de mousse dégageant une odeur de soufre. On n'entendait plus que les ânements des rameurs qui ne ménageaient pas leurs efforts et les éclaboussures provoquées par les rames et le Gretchen. À l'instant où Akkad se disait qu'ils avaient sans doute eu peur d'un poisson passé trop près de la surface, une longue forme noire jaillit de l'eau et bondit sur Magnus. Le technoprêtre fut à peine déséquilibré. Ses pieds prothétiques étaient parfaitement ancrés dans les troncs d'arbres qui leur servaient d'embarcation, et son poids largement supérieur à celui d'un humain de chair et de sang lui conférait une certaine inertie. Mais la créature s'enroula autour de lui comme un serpent. C'était un énorme ver marron, tacheté d'un blanc maladif, avec deux nageoires qui lui faisaient comme des ailes allongées sur les côtés. Akkad ne savait pas s'il avait affaire à un serpent aquatique ou à un poisson particulièrement étrange, mais il n'y accordait pas beaucoup d'attention. Il dégaina son arme et tira, presque en même temps que Théa et Cléon. Les autres n'osaient pas faire feu, de peur de toucher leurs compagnons, et ils regardaient la scène pétrifiés ou continuaient de ramer avec frénésie. Les projectiles frôlaient le technoprêtre qui restait parfaitement immobile. Seule sa mécadendrite cherchait à repousser les assauts de la créature. Lorsque la mâchoire garnie de centaines de minuscules dents pointues commençait à ronger quelque chose, il la frappait avec le bout fondu de ce qui avait été un bras de manipulation à la précision presque absolue. Il ne frémit même pas lorsque la peau glissante et poisseuse frotta sur les parties encore organiques de son visage. Malgré son immobilité, l'un des lasers de Théa fit un petit trou fumant dans sa robe rouge, au ras de son torse, mais cette fois encore Magnus ne bougea pas d'un millimètre. L'énorme ver aquatique fut transpercé à de nombreuses reprises, mais son sang blanchâtre éclaboussa le radeau et ses occupants. Les premiers ne l'arrêtèrent pas, mais lorsque l'un des bolts de Cléon détonna au milieu de son corps, le coupant tout net en deux, la créature s'effondra enfin sur le radeau. Tout le monde se pencha pour l'observer, en faisant des mous de dégoût face à cette peau écailleuse et recouverte d'un mucus collant. Beaucoup plus de peur que de mal, pour une fois, se dit Akkad. « Cool !» s'exclama Razmok en remettant les pieds dans l'eau. « Croyez que ça se mange ?» Avec un grognement écœuré, Théa mit un coup de pied dans le cadavre de la bestiole pour la renvoyer dans l'eau. Hors de question qu'elle fasse ne serait-ce que regarder le peau verte dévorer cette immondice. À l'instant où le corps réduit en charpie s'enfonça dans l'eau huileuse, elle se mit à bouillonner tout autour des deux radeaux. Cette fois, Razmok avait définitivement enlevé ses pieds du lac, et il avait remis ses bottes. Tout le monde s'était mis à genoux ou accroupi, le plus bas possible pour éviter d'être pris pour cible par ces vers aquatiques géants qui pouvaient bondir comme des élastiques qui cassent. Il y en avait des centaines, l'eau grouillait littéralement autour d'eux, ils ne pouvaient même pas distinguer les créatures du liquide noir dans lequel elles évoluaient. On aurait dit un plat de nouilles grasses dans du pétrole. Personne n'osait tirer de peur de déclencher la lalie, et ils avancèrent ainsi pendant plusieurs minutes avant que les premières gueules aux dents acérées et aux yeux jaunes ne se hissent sur les rondins de bois. Les coups de feu et les sifflements furieux des lasers retentirent instantanément, légèrement étouffés par la purée de poids de plus en plus épaisse qu'ils traversaient. Ils repoussaient les assauts, mais elles continuaient de venir, sans cesse et plus déchaînées à chaque fois. Elles ne se contentaient plus de ramper, elles donnaient des grands coups de queue furieux pour se projeter dans tous les sens.
Magnus se précipita entre Akkad et Théa, et sa mécadendrite se mit à fouetter l'air en claquant pour repousser toutes les créatures qui menaçaient les derniers enfants de Victoria IV. Il était impassible, malgré ses prothèses oculaires qui s'agitaient frénétiquement et les 3 vers qui grimpaient le long de sa robe en essayant de le mordre. « Protégez les rameurs !» cria Akkad. « Il faut continuer d'avancer !» Il n'avait aucune idée de la distance qui lui restait à parcourir. Avec le brouillard, il voyait à peine le bout du radeau, mais c'était leur seule chance. Ils ne devaient même pas avoir assez de munitions pour tuer tous les monstres qui vivaient dans ce lac infernal. L'Erendil bondit et frappa du tranchant de la main une gueule immonde qui plongeait sur le visage de Serena. Ils entendirent craquer les cartilages et le ver difforme fut précipité dans l'eau, le crâne en bouillie. Mais l'Eldari ne s'arrêta pas. Il s'élança en courant avec légèreté et bondit vers le premier radeau, pourtant invisible dans la brume. Il s'éleva avec une grâce surnaturelle et atterrit en plein milieu de sa cible, distante de près de 10 mètres. Il écrasa d'un coup de talon, presque nonchalant, un spécimen énorme qui remontait vers Akkad, dissimulé entre les rondins de bois. Sur les 2 radeaux, les rameurs avaient l'impression de remuer de la mélasse, mais ils continuaient de faire avancer les embarcations le plus rapidement possible. Dans la panique, Marlan poussait beaucoup plus fort que Serena, et Cléon n'arrivait plus à compenser. Il virait vers la droite et s'éloignait de plus en plus. Théa était en transe, une véritable furie, un pistolet dans chaque main. Elle tournoyait en tirant sans s'arrêter, et elle faisait mouche à chaque fois, parfois au ras du bras ou de la tête de quelqu'un. Entre elle et Magnus, Akkad pouvait ramer aussi vite qu'il le pouvait. Il luttait déjà contre l'essoufflement, et ses bras le brûlaient, mais ce n'était pas le moment de faiblir. S'il était encore vivant demain pour ressentir des courbatures, il ne s'en plaindrait sûrement pas. De l'autre côté, un Razmok extatique bondissait joyeusement en pulvérisant les vers géants à grands coups de décharge plasma. Son pistolet, déjà au bord de la surchauffe, n'avait pas la même cadence que ceux de Théa, mais contrairement à elle, chaque tir au but suffisait à réduire un monstre en bouillie. « C'est comme un distributeur de cibles !» s'exclama-t-il. « C'est mieux que... Aïe !» Une mâchoire venait de se refermer sur son bras. Il la félicita d'un signe de tête. Cette bestiole était forte, beaucoup plus forte qu'il ne l'aurait cru, et il sentait les dents racler contre ses os. Il se concentra, avec un petit sourire satisfait caché derrière son masque de Nestor, et il visualisa une boule d'énergie verte au milieu de la tête qui avait osé le mordre. Il ne désobéissait pas vraiment à Akkad et Théa. Personne ne pouvait le voir, et personne ne vit le crâne de la créature exploser sans raison apparente non plus. Le Gretchin reprit son massacre en commençant par le gros ver qui s'était agrippé au dos de l'Arcus. Le brave gars avait continué de ramer malgré tout, et Razmok le félicita avec enthousiasme. L'Erendil avait dégainé une petite lame fine et magnifiquement ouvragée, et il tailladait avec tant de grâce et de vitesse qu'on aurait pu le croire en train de danser sur un rythme dément. Sur l'autre radeau, la situation était encore plus mauvaise. Il n'était plus que 3, et s'il voulait continuer de ramer, il ne restait que Cléon pour défendre les 2 soldats. « Marlan !» ordonna-t-il. « Alternez, vous donnez 3 coups de rame, puis tuez 3 de ces saloperies. Il faut qu'on tourne à droite, il faut qu'on rejoigne les autres. » Il les avait totalement perdus de vue depuis longtemps, et il savait qu'à chaque seconde qui passait, leur chance de les retrouver s'amenuisait. Entre le brouillard et les vers géants, il ne leur faudrait pas longtemps pour se perdre définitivement. Il écrasa la tête d'une créature en même temps qu'il rechargeait son pistolet bolter. De l'autre main, il frappait avec son épée tronçonneuse, tuant 2 ou 3 de leurs ennemis à chaque fois. Mais ses efforts n'étaient pas suffisants. Ils étaient de plus en plus débordés. Serena poussa un cri aigu, avant d'écraser à grands coups de rame la créature qui avait refermé ses immondes mâchoires sur sa jambe. « Putain !» cria-t-elle en la replongeant dans l'eau. « Là-bas, ils sont là-bas !» Cléon ne voyait rien, mais il n'avait pas le luxe de ne pas la croire. C'était leur seule chance. « Donnez tout ce que vous pouvez, Marlan !» brailla-t-il. Le soldat fit ce qu'on lui demandait, malgré les 2 monstres agrippés à sa cuisse droite. Il ignorait la douleur et ramait avec toute l'énergie du désespoir. Cléon découpa une créature qui visait la nuque de Serena avant de se débarrasser de ces immondes parasites.
Lui aussi subissait de plus en plus de morsures, et il sentait bien que chacune d'entre elles était profonde. Brusquement, il faillit basculer. L'avant du radeau venait de s'enfoncer dans l'eau. Les vers géants qui grimpaient là-bas n'avaient personne pour les repousser, et ils étaient restés là jusqu'à ce que leur poids suffise à faire plonger la proue dans l'eau boueuse. Dès qu'elle fut immergée, des dizaines de ces monstres en profitèrent pour monter, et la bascule fut rapidement irréversible. L'embarcation improvisée se retourna, projetant ses 3 passagers par-dessus bord. « Hé, j'ai entendu quelqu'un crier !» brailla Razmok en donnant de grands coups de boule à un ver enroulé autour de sa poitrine. « Une femelle, je crois !» Il était assez fier de sa capacité de plus en plus aiguisée à reconnaître les différents types de hommes. À ses côtés, l'Arcus trébucha brusquement et il s'effondra sur les vers. En poussant un cri désespéré, il glissa sur le mucus gluant qui recouvrait tout et disparut dans le lac si rapidement que personne ne put rien faire pour l'empêcher. De toute façon, ils luttaient tous contre beaucoup trop de ces créatures, et aucun d'entre eux n'aurait eu la possibilité d'agir. Plus personne ne ramait, même Magnus et l'Erendil étaient complètement débordés. « Chef !» beugla le Gretchen qui commençait à s'inquiéter. « Je peux peut-être faire un truc, je suis pas sûr, mais... »« Putain oui, mais vas-y, Razmok !» cria Théa sans cesser de lutter. « On n'a plus rien à perdre !» Cléon s'enfonça dans une eau étrangement chaude, agité d'innombrables mouvements qu'il pressait, l'agrippaient, le tiraient vers le fond. Il se débattait du mieux qu'il pouvait et faisait de grands mouvements de l'épée tronçonneuse au milieu de la masse visqueuse qui l'emprisonnait. Les centaines de cadavres découpés qui s'accumulaient dans l'eau distrayaient leurs congénères qui n'hésitaient pas à dévorer les leurs. Une morsure dans son dos le fit se cambrer et il laissa échapper une partie de son air dans un cri parfaitement vain. Une autre lui déchira le mollet, et à l'instant où il acceptait enfin son sort, une main lui saisit le poignet et le tira vers le haut. Il avait l'impression de voir une lueur verte filtrer au travers des vers grouillants qui l'entouraient, et il fut hissé vers la surface, vers l'oxygène, vers la lumière. Dès que sa tête émergea des flots, il vit le visage ensanglanté de Serena devant lui. Elle flottait, environnée d'une bulle d'énergie, 1 mètre au-dessus de l'eau. C'était elle qui lui tenait la main, elle qui le tirait en grimaçant sous l'effort, et il se réveilla enfin. Il battit des jambes le plus fort possible pour aider la jeune femme et pour chasser les créatures, quand soudainement il se sentit soulevé à son tour par cette lumière étrange au contact de laquelle sa peau frissonnait. « Bon, j'ai aussi retrouvé le Balèze Boy !» s'exclama la voix de Razmok loin au-dessus de lui. En essayant de comprendre, il aperçut l'autre radeau, brillant comme s'il était entouré de feux de Saint-Elme, qui planait, largement hors de portée des créatures qui peuplaient le lac, doucement portées par le vent. Le Gretchen, tout fier, les remonta, lui et la soldate qui venait de le sauver, et les déposa sur les troncs rugueux, mais extraordinairement accueillants, avant de faire disparaître les halos qui les entouraient. Il n'arrivait pas à se relever, il était au bord de l'évanouissement, mais il compta quand même les gens autour de lui. Il manquait encore 2 personnes, l'Arcus et Marlan. Il ferma les yeux et se laissa aller à l'inconscience. « Le mutant, c'est un psycheur !» bredouilla Serena en reculant aussi loin qu'elle le pouvait sur le petit radeau surchargé. « Ah oui, un peu !» répondit Razmok, incapable de lire la peur dans l'attitude de la jeune femme. « Mais je débute encore, je manque d'entraînement. J'ai connu un bizarre boy un jour, il faisait des trucs de dingue !» La jeune femme pâlit encore plus, si tant est que ce fût possible, et Akkad dut la retenir par le bras pour lui éviter de tomber hors du radeau volant. « Asseyez-vous, » lui dit-il avec le plus de douceur possible. La douleur qui vrillait chaque centimètre carré de son corps lui rendait la tâche difficile, mais ce n'était pas le moment qu'elle panique. « Oui, le mutant est un psycheur, mais rassurez-vous, il est totalement sous contrôle. C'est l'Adeptus Astartes qui nous l'a confié. C'est une longue histoire et je n'ai pas vraiment le droit de vous en parler. Disons simplement que nous avons une mission spéciale pour le compte de l'Ordo Xeno, une mission très importante pour l'avenir de l'Imperium. Nous devons escorter le psycheur. C'est un psycheur très spécial. »
Il parlait, il bafouillait, il improvisait des mensonges éhontés, face à une jeune femme qui ne comprenait probablement pas la moitié de ce qu'il disait. Mais des noms qui paraissaient importants, une explication qui pouvait sembler cohérente, des faits rassurants, c'était tout ce dont elle avait besoin. Elle était sous le choc, incapable de réfléchir clairement, et Akkad ne lui laissait pas le temps de se ressaisir. Il la berçait avec des mots. Sa présence est secrète. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu vous en parler avant. Ce sont les ordres, vous comprenez? Elle acquiesça doucement, sans quitter Razmok des yeux. Des ordres qui viennent des plus hautes instances de l'Impérium. Nous devons réussir. Nous devons amener ce psycheur à une compagnie d'anges de l'Empereur. Une bataille contre le grand ennemi en dépend. Elle commençait à regarder Akkad. Il essaya d'avoir l'air le plus amical possible, ce qui était difficile avec le visage en sang, mais cela ne sembla pas déstabiliser Serena. Elle hocha à nouveau la tête, avec un petit peu plus d'énergie cette fois. « Je sais que vous êtes une bonne soldate, et que vous êtes fidèle à la baronnie Miraley. Aussi, je ne vous demanderai pas de trahir vos serments en gardant ceci secret. » Théa haussa légèrement un sourcil, surprise que son amie ne demande pas à ce qu'elle garde pour elle ce dont elle avait été témoin. « Ce serait un trop grand déshonneur pour vous, même pour une mission aussi importante que la nôtre. C'est pourquoi, au nom de l'empereur Dieu de l'humanité, je vous demanderai simplement de taire cette vérité tant que nous n'avons pas quitté cette planète. Ce qui ne tardera pas, c'est l'affaire d'une poignée de jours. » Cette fois, Théa détourna la tête pour que Serena ne puisse pas la voir sourire. La jeune femme allait se taire, mais elle avait maintenant l'impression de le faire sans renier ses obligations. Et qu'elle raconte son histoire après leur départ n'avait plus aucune importance. Elle ne pourrait pas le prouver, et jamais il ne remettrait les pieds ici. De toute façon, qui pourrait garder un secret pareil toute sa vie? Il fallait juste espérer que Serena ne changerait pas d'avis après une ou deux nuits de repos, une fois qu'elle aurait repris ses esprits. La fin du survol du lac prit 2 bonnes heures, non pas parce qu'il était si gigantesque, mais parce que personne n'arrivait à se repérer correctement avec la nappe de brouillard qui bouchait la vue. Le Gretchin aurait pu monter au-dessus, mais Akkad craignait qu'il fasse une cible beaucoup trop évidente s'il cédait à cette tentation. Enfin, grâce à la vue perçante de l'Erendil et à la connaissance de la région de Serena, ils réussirent à se poser du bon côté du lac, au plus près de la baronnie Miraley. « Waouh! Vous êtes aussi lourd que Gourcuff le Gros !» À peine le radeau avait-il touché terre que Cléon et Magnus s'étaient éloignés pour s'assurer qu'aucun danger ne menaçait les derniers survivants de l'expédition. Akkad s'assura que Serena continuait de tenir le choc. Bien cachée par l'altitude et le brouillard, elle avait paru se calmer, mais maintenant qu'ils étaient à nouveau à découvert, elle pouvait rechuter. Pendant ce temps, Théa s'occupa de Razmok. Le Gretchin était épuisé et portait difficilement son propre poids, qui n'était pourtant pas bien important. « Il est sûr qu'il y a moyen de faire mieux, » lui dit-il à l'oreille pendant qu'elle l'aidait à descendre du radeau. « Zouaftog, il aurait pu soulever des tanks. Enfin, je crois. » « Pour l'instant, tu vas te reposer, et on réfléchira plus tard à des moyens sûrs de t'entraîner, ok ?» lui répondit-elle. Trop essoufflé pour répondre, il se contenta d'acquiescer frénétiquement de la tête. « La zone semble dénuée de présence hostile, » annonça Magnus en revenant. « et pour limiter les risques, il vaudrait mieux rester en mouvement. » « Je suis d'accord, » dit Akkad. « Serena, nous sommes dans la bonne direction ?» La jeune femme acquiesça, plus pâle qu'elle ne l'était sur le radeau volant, mais conservant sa lucidité. « Oui, plein ouest, on voit l'étoile des Primarques se lever, c'est par là. Nous devrions plus être très loin de l'orée de la famine. » C'était vrai. La canopée se faisait moins épaisse et permettait de voir une partie du ciel, éclairée d'orange et de rouge par le soleil couchant. Le groupe se mit en marche, mais il était loin de ressembler à celui qui était entré dans le marais moins d'une journée plus tôt. Il n'en restait presque rien, et les derniers survivants étaient tous blessés, épuisés et à bout de nerfs. Cléon boitait particulièrement bas. Akkad avait le visage en sang et n'arrivait pas à arrêter l'hémorragie qui venait de son cuir chevelu déchiré. Serena ne cessait de jeter des regards paniqués un peu partout et ressemblait à un rongeur traqué par un chat.
Théa pouvait à peine se servir de sa main gauche, et Razmok peinait à mettre un pied devant l'autre. Même Magnus, avec sa robe lacérée et ses prothèses mécaniques apparentes, semblait encore plus décrépit que d'habitude. Seuls les Rendil, malgré les inévitables morsures des vers géants du lac, restaient aussi droits et dignes que dans sa grotte, avançant d'un pas fluide et décontracté dans sa robe toujours aussi propre malgré ses déchirures. Akkad le regardait faire en se demandant ce qu'ils allaient bien pouvoir dire une fois sortis du marais. Ils ne pouvaient quand même pas débarquer sur les terres de la baronnie Miralei avec un Xéno à leur côté. Enfin, avec un second Xéno à leur côté. Tu sais, on a réussi à camoufler un peau verte. On arrivera bien à camoufler celui-là, lui murmura Théa à l'oreille. Elle avait bien vu qu'il dévisageait l'Eldari depuis plusieurs minutes, et elle le connaissait suffisamment pour savoir à quoi il pensait. Il a une silhouette humaine. Presque. Faudra lui passer une armure, un bandage autour du visage peut-être, ou un casque complet, continua-t-elle. Sortons d'ici, et une fois dans les champs on aura le temps de se poser la question. Théa avait raison. La priorité, c'était de sortir de la famille de l'Imperium, et de mettre de la distance entre eux et les guerriers aspects. Ils allaient devoir contourner le lac, et c'était difficile de dire combien de temps cela leur prendrait. Autant ne pas traîner et se perdre dans les champs immenses qui quadrillaient les terres alentours. Les herbes seraient hautes, les survivants étaient rares, ils pouvaient se cacher le temps de panser leurs plaies et de déguiser les Rendil. Au bout d'une nouvelle heure de marche, à boiter, à se traîner sur la terre molle et humide, l'épuisement était presque intolérable. Serina et Cléon titubaient l'un à côté de l'autre comme deux poivreaux, se soutenant autant qu'ils le pouvaient. La jeune femme avait besoin de la présence rassurante d'un vétéran, et lui avait besoin de quelqu'un pour l'aider à soutenir son poids. Sa jambe le lançait un peu plus à chaque pas, et il n'arrivait plus à penser à autre chose qu'à la douleur. Il avait de nombreuses morsures, mais celle de la cuisse droite était la plus terrible. Il n'osait même pas ôter son pantalon pour y jeter un coup d'œil. Quoi qu'il y ait, que pourrait-il y faire de toute façon? Razmok était guilleret et trottinait comme un enfant heureux, ses blessures en voie de guérison et son épuisement déjà de l'histoire ancienne. Théa, dont la sueur coulait dans ses yeux et dans ses blessures, brûlante et acide, eut une poussée de jalousie pour les capacités de régénération fabuleuses que possédait le Gretchin. Elle aurait donné cher pour avoir les mêmes. Akkad était perdu dans ses pensées. Il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire une fois sorti des marais, à la fuite, à la justice, à la vengeance. Il ne pouvait pas juste partir, il fallait finir de ravitailler le souvenir de Victoria, et il avait du mal à accepter l'idée de laisser derrière eux, impuni, le gouverneur qui les avait jetés dans la gueule des Eldari, qui s'était servi d'eux comme d'un simple bétail, comme des appâts, des cochons truffiers ou des chiens de chasse. Les Rendil enchaînaient les pas silencieux, sans jamais briser la moindre brindille, sans jamais émettre le moindre son à l'exception de sa douce respiration. Il semblait égal à lui-même, mais Akkad décela tout de même quelque chose, une tension peut-être, ou simplement une préoccupation. Il avait les yeux légèrement plus bas, le regard un peu moins fier. C'était léger, mais le capitaine n'avait plus aucun doute. Le Xéno était soucieux. La lisière du marais apparut soudain entre deux bosquets épineux. Un rayon de lumière orange et chaude qui filtra entre les branches entremêlées, l'air qui se fit moins humide, une frontière d'arbres mourants au tronc tordu, et ils se retrouvèrent enfin sur une plaine à l'herbe haute et verte, prélude aux champs qui s'étiraient devant eux à perte de vue. Les soupirs de soulagement qu'ils poussèrent s'entendirent probablement sur des kilomètres. Ils levaient la tête pour profiter de la chaude lumière de l'étoile locale, passaient leurs mains dans les herbes pour sentir la vie dans la végétation, ils respiraient à plein poumon un air débarrassé de ses odeurs de décomposition. Ils « Ne bougez pas !» fit une voix puissante et autoritaire. Akkad mit un instant à réaliser que c'était l'Erendil qui avait parlé. Il se tourna vers lui pour essayer de comprendre pourquoi le Xéno se mettait à leur donner des ordres, mais un mouvement dans l'herbe en face d'eux l'arrêta. Dans un ensemble parfaitement coordonné, 4 silhouettes se redressèrent, 2 sur leur droite et 2 sur leur gauche, leurs armures blanches et vertes luisantes sous les rayons écarlates de l'astre couchant, leurs armes au canon disproportionné braquées droit sur eux.
Les 4 Eldari, malgré leur taille, malgré leur équipement lourd, s'étaient si bien dissimulés que personne d'autre que les Rendil n'avait soupçonné leur présence. L'une des araignées spectrales ne portait pas de casque et arborait un visage féminin à la fois beau et repoussant, aux immenses yeux ambrés qui ne dégageaient que la froidure de la mort, aux traits qui n'arrivaient pas à être fins, mais seulement à être acérés. Akkad leva discrètement une main ouverte, empêchant ses amis de dégainer leurs armes. À cette distance, même à 7 contre 4, ils n'avaient pas la moindre chance de l'emporter. La moitié d'entre eux auraient été découpés en morceaux avant même qu'ils aient pu tirer leur premier coup de feu. À qui s'adresse cet ordre, les Rendil le poète ? Demanda la femme d'une voix glaciale, dans la langue utilisée par son vis-à-vis, le bas gothique, la langue de l'Empire. À mes amis, répondit-il en avançant vers elle. Les 3 autres Eldari émirent des grognements plus ou moins étouffés par les systèmes Vox de leurs armures, ou ce qui faisait office de systèmes Vox dans leur technologie. Toujours ambigu, toujours énigmatique, cela ne t'a pas attiré suffisamment d'ennui ? La colère que dégageait l'araignée spectrale sans casque était presque palpable, mais elle continua, parfaitement maîtresse d'elle-même. Alors, qui, ici, considères-tu comme tes amis ? Et je te conseille de répondre clairement si tu souhaites préserver ta vie encore quelques instants. L'Erendil s'arrêta à seulement quelques mètres de la guerrière, et sa tête s'inclina légèrement sur le côté, comme s'il cherchait à voir quelque chose qui s'obstinait à rester juste au-delà de son seuil de perception. Cela fait plusieurs fois aujourd'hui, mais à nouveau, je réfute l'accusation d'ambiguïté. Ma réponse était claire, Osiria. Elle ne présage simplement pas de ce dont je ne peux être certain. Mes amis sont ceux qui le souhaitent. Et les Monkey ont arrêté de bouger, mais pas nous. Est-ce là ce que tu voulais prouver ? Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. J'ai simplement laissé une porte ouverte, porte que tu n'as pas voulu emprunter. Ce que je déplore, mais que je comprends. « Que voudrais-tu que je fasse ?» cracha-t-elle avec une violence inouïe. « Si je ne le fais pas, ils enverront quelqu'un d'autre, et je n'aurai rien gagné si ce n'est la disgrâce et le déshonneur. Tu seras toujours mort, les Rendil, par ma main ou celle d'un autre, quelle différence ?» Il hocha doucement la tête, un sourire tendre sur les lèvres. « J'ai dit que je comprenais ?» Un long silence s'installa entre les Xénos. Le poète et la guerrière s'observaient. Lui avait de la douceur et de la peine dans le regard. Elle n'avait que rage et frustration, colère et violence. Théa jeta un coup d'œil discret à Akkad qui ne sut pas du tout quoi lui répondre. Il ne voyait pas ce qu'il pourrait faire. Ils étaient blessés, à bout de force, tenus en joue. Même avec l'appui de Razmok, ils étaient à la merci de leur bourreau. De toute façon, le Pauverte serait sans aucun doute leur première victime, et ils n'auraient pas le temps de faire quoi que ce soit. Si la dénommée Osiria était distraite, ce n'était pas le cas des 3 autres, et le jeune capitaine était certain qu'ils tireraient à l'instant où leurs mains se dirigeraient vers les crosses de leurs armes. « Enlève ton masque de guerre, mon ami, mon amante, mon amour, et laisse-moi te voir une dernière fois, s'il te plaît. » Souffla l'Erendil, au bout de plusieurs minutes d'un mutisme plus lourd qu'une chape de plomb. Il y eut un autre instant suspendu, quelques secondes d'immobilité totale pendant lesquelles Osiria resta figée, sans même scier, ses yeux froids braqués sur ceux de sa cible comme 2 lasers ardents. Puis soudainement, elle se détendit. Ses traits s'adoucirent, les angles secs de son visage devinrent des courbes évoquant la douceur et la beauté, son regard dur se fit profond, sensible, et sa posture s'affaissa quelque peu. Si Akkad n'avait pas vu la transformation s'opérer, il n'aurait pas remarqué que c'était une seule et même personne. Le contrôle que tu exerces sur ton masque est toujours aussi impressionnant, mon aimé. Tu réussis encore à repousser les sirènes de la colère et de la haine avec une facilité si déconcertante. Cela force le respect. « Pourquoi es-tu parti, l'Erendil ?» dit-elle d'une voix tendre, dans la langue pure et chantante des Eldari. « Pourquoi as-tu fui ?
Pourquoi avoir choisi la voie de l'errance ? Les humains et le Gretchen ne comprenaient plus ce que les Xénos disaient, mais le ton était suffisamment éloquent, et les larmes qui coulaient doucement sur les joues d'Osiria l'étaient encore plus. Je suis toujours la voix du poète, simplement je ne peux plus le faire chez nous. Je n'ai pas choisi l'errance, elle s'est imposée à moi, et je m'en excuse. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Et pourtant, sans un mot, tu es parti. Le cycle jour s'est levé sur Bieltan, et tu n'étais plus là. Je t'ai cherché, et je n'ai trouvé que la trace sanglante que tu avais laissée derrière toi. J'ai suivi cette trace, et je t'ai perdu. Quelque part, au milieu de la dernière tirade de l'Eldari, l'Erendil s'était mis à pleurer à son tour. Il avança encore, jusqu'à se tenir tout près d'Osiria, le canon de la guerrière posé sur son torse, presque avec délicatesse, et sa main monta doucement, jusqu'à caresser la joue de son unique amour. Il recueillit une larme sur le bout de son doigt, et l'observa longuement. « Tu ne pouvais m'offrir plus beau cadeau d'adieu, » murmura-t-il. « Et pourtant, je vais t'en demander un autre. S'il est en mon pouvoir de l'exaucer, je le ferai, en souvenir de ce que nous avons vécu. Épargne les Monkey et leur petit ami à la peau verte. En seulement quelques heures, ils m'ont appris l'humilité, et ils m'ont appris que même parmi leur peuple inférieur, il y a de la beauté et de la valeur. » Osiria jeta un coup d'œil furtif au groupe dépareillé, aux vêtements en lambeaux, aux traits tirés, aux blessures suppurantes, et ses pupilles trahirent sa surprise. Mais malgré son incompréhension manifeste, elle hocha la tête lorsqu'elle reposa les yeux sur l'Erendil. « Merci, dit-il avec un sourire triste. Maintenant, remets ton masque. Je ne veux pas que tu te souviennes de ce que tu vas faire. Je ne veux pas que cela te hante. Je ne veux pas te nuire plus que je ne l'ai déjà fait. Je te suis déjà reconnaissant au-delà des mots, et ce n'est pas quelque chose que je dis souvent, pour m'avoir permis de profiter de ta présence une dernière fois. » Akkad et les autres virent l'Erendil reculer de 2 pas et fermer les yeux. Osiria se métamorphosa à nouveau, mais dans l'autre sens cette fois. Ses tresses durcirent, son visage se ferma, ses yeux se firent des puits de ténèbres insondables, et le poète fut transformé en une brume rougeâtre de chair, de sang et d'os.